travaille actuellement pour la BEI, donc hello, la Banque européenne d'investissement. J'organise aussi des meet-up à Luxembourg qui s'appellent UX Lux. Donc, si jamais un jour vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Nous, on essaie plus d'organiser des workshops. Donc, c'est plus un format atelier. Mais en tout cas, si vous êtes du côté du Luxembourg, de la Belgique ou de l'Allemagne, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Alors, la grosse question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a toujours besoin d'une application pour ça? En 2009, que je ne dise pas de bêtises, 2010, je ne sais plus, Apple avait lancé une méga campagne de com et le slogan, c'était There's an app for that. L'idée, c'était de dire, regardez, sur le nouvel iPhone, quoi que vous ayez besoin de faire, en fait, on a construit une application pour ça. Les temps ont pas mal changé, les navigateurs mobiles ont vraiment énormément évolué et ils continuent d'évoluer tous les jours. Il y a des nouvelles spécifications, tous les jours, il y a des nouvelles choses qui sortent. Donc, je voulais un petit peu faire un petit tour d'horizon et de dire, OK, alors il y a une application pour ça, mais est-ce que nos navigateurs mobiles, aujourd'hui, sont capables de faire ça ou pas? Donc, j'ai classé ça dans plusieurs petites catégories. La première chose, c'est qu'est-ce que nos navigateurs sont capables d'accéder en termes de médias, de vidéos, de sons. Donc, premier truc sympa qu'il faut comprendre avec les navigateurs mobiles aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous pouvez directement utiliser la galerie d'utilisateurs. Donc, c'est pas très compliqué, ça demande aucun JavaScript. Il suffit d'ajouter un input accept égale image, donc le type. Et du coup, quand la personne va cliquer sur un bouton, du coup, elle va pouvoir uploader n'importe quelle image qui est sur son mobile déjà. L'autre truc un peu sympa avec ça, en fonction des appareils, c'est qu'en plus, si les photos de la galerie ne plaisent pas, en fait, la personne peut également utiliser la caméra pour pouvoir prendre une photo directement. Pareil avec les vidéos. Donc, au lieu de mettre accept égale image, on met accept égale vidéo. Et du coup, on peut récupérer la galerie de vidéos. Alors, bizarrement, sur mon téléphone, la galerie de vidéo n'a absolument pas la même tête que la galerie d'images. Bienvenue dans la cohérence d'Android. Le truc bien sympa qu'on peut faire, c'est plutôt que d'ouvrir la galerie, on peut forcer le téléphone à directement ouvrir l'appareil photo en mode donc appareil photo ici à gauche ou carrément en mode vidéo. Donc pour ça, vous mettez le même code, vous ajoutez juste capture. Donc l'intérêt, c'est de se dire, aujourd'hui par exemple, si je suis Le Bon Coin, qui est un site responsive maintenant, plutôt que d'avoir les personnes qui prennent des photos avec leur téléphone, qui mettent les photos du téléphone à l'ordinateur, qui ensuite vont sur l'ordinateur pour mettre les photos sur les annonces, on pourrait utiliser ça, on pourrait avoir un petit bouton prendre la photo de mon bien et du coup la personne pourrait directement prendre la photo. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas retoucher la plaque d'immatriculation de la voiture. Donc il y a des avantages et des inconvénients, mais il y a pas mal de cas d'usage assez intéressants. D'ailleurs, on pourrait avoir Instagram complètement dans le navigateur. Je ne sais pas à quel point vous avez un décalage entre le son et les slides, c'est pour ça que j'attends un peu. Donc, Instagram complètement dans le navigateur. Est-ce que la vidéo se joue? Oui. Donc, j'appuie sur le petit bouton. Là, je peux choisir soit des choses qui sont dans ma galerie, soit je dis, en fait, ça ne me plaît pas trop, donc du coup, je vais choisir une image. Je vais prendre une image. Donc là, je prends directement l'image. Et ensuite, je peux faire à peu près tout ce que je fais avec Instagram. Donc, je peux la retourner, je peux rajouter des filtres. Yay! Je peux écrire un petit message sympa. Et je peux le publier directement. Ah, cool. Alors, en fait, j'ai un décalage entre la vidéo live sur mon écran et le live, c'est pour ça. Donc, pour commenter, c'est un peu compliqué. Partage et youhou! La jolie petite photo sur mon flux Instagram. Bon, je l'ai viré depuis. Mais donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que, en fait, aujourd'hui, techniquement, pour poster des photos sur Instagram, vous n'aurez plus besoin d'une application native. Vous pouvez utiliser directement le site web. Voire, c'est carrément mieux parce que le site web, lui, n'a pas accès à énormément de choses auxquelles l'application native a accès et surtout ne peut pas vous espionner en tâche de fond et en général est beaucoup moins gourmand en termes de batterie que l'application Instagram. Donc ça, c'était pas possible il y a quelques années. Il y a quelques années, même juste accéder aux photos qui étaient sur l'appareil d'un utilisateur n'était pas possible. Aujourd'hui, les technologies ont pas mal évolué aussi en termes de sécurité et donc on peut faire ce genre de truc un peu sympa.
On peut faire des chats audio, vidéo directement dans le navigateur. La preuve, on est sur Jitsi. Donc, ça marche plutôt bien sur desktop, ça marche aussi sur mobile. Donc, il y a pas mal de protocoles qui permettent de faire ça aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois qu'un navigateur, qu'un nouveau site web va vouloir accéder au son, au micro, à la caméra, à un périphérique, à quelque chose sur l'appareil mobile, en fait, l'utilisateur va devoir accepter site par site. Ce qui, encore une fois, en termes de sécurité, est mieux parce que du coup, vous pouvez pas espionner les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Non, c'est vraiment, on fait une demande explicite. Est-ce que je peux accéder à la caméra et au micro? Et ensuite, on peut faire pas mal de trucs sympas. Donc, comment c'est possible? Comment est-ce que Jitsi est possible? Grâce à deux choses, grosso modo, deux technologies qu'on a besoin pour ça. Donc, on a besoin de WebRTC API, qui permet d'ouvrir, je vais simplifier à fond, mais ça ouvre un canal de communication en temps réel entre deux appareils, donc ce qu'on appelait communément le peer-to-peer. Et dans ce canal, vous pouvez faire passer plein de choses. Vous pouvez faire passer du son, vous pouvez faire passer de la vidéo, vous pouvez faire passer des fichiers, vous pouvez faire passer des live streams. À partir du moment où ce canal est ouvert, donc ça peut être entre un ordinateur et un mobile, ça peut être entre deux mobiles, entre à peu près tous les appareils que vous voulez. Donc on ouvre le canal et ensuite, forcément, il faut récupérer le son et la vidéo et ce genre de choses. Donc pour ça, vous avez besoin de Get User Media ou Media Stream API, ça dépendait des versions. Donc le support, ça marche sur Android et iOS mobile. Yay! Donc grosso modo, ça veut dire qu'aujourd'hui, techniquement, tout ce qui est Google Hangout ou Facebook Messenger, tout ce qui est ces trucs de vidéoconférence, on pourrait les faire dans le navigateur. Ce qui est rigolo, c'est que, alors j'ai plus Facebook, mais à l'époque, en fait, quand on allait sur le site Facebook, donc la version web, et qu'on appuyait sur Messenger, en fait, ça vous forçait à télécharger l'application. Pourquoi? Parce que derrière, on peut accéder et piquer beaucoup plus de données sur une application native que sur un site web. Pareil, Google Hangout, si vous allez sur le site web, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, à un moment donné, quand vous visitiez Google Hangout depuis un mobile, en fait, ils disaient « Hey, télécharge l'application mobile ». Bah ouais, mais en fait, on a les technos pour faire tout ça en web, on n'a pas besoin de l'application mobile. Donc encore une fois, ensuite, c'est des stratégies de business et des questions de qu'est-ce qu'on veut récupérer, ce genre de trucs. Alors là, normalement, il y a du son, mais vous n'en aurez pas. Donc, on peut faire un tuner de guitare, par exemple, directement dans le navigateur. Donc, imaginez qu'il y a une chanson que j'ai actuellement, moi, dans mes oreilles. Donc, c'est très compliqué de parler là. Mais donc, même procédé, on demande l'accès au microphone. Et ensuite, en temps réel, il y a un JavaScript qui tourne qui est capable d'analyser les fréquences et de vous dire est-ce que c'est un do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ce genre de truc. Donc ça, c'est assez marrant. On peut faire des trucs encore plus faux et encore plus fun. Alors, quand il y a la petite icône avec le petit... la petite... j'ai peur de dire une bêtise. Erlenmeyer, Becher, je ne sais plus, mes cours sont très très loin. Le petit truc violet, là, ça veut dire, grosso modo, c'est des choses qui sont dans le lab, qui sont en cours de préparation. Donc là, par exemple, je peux dire à mon site web que j'aimerais bien qu'il change la couleur de fond. Par exemple, donc... Je donne accès au microphone, OK. Et donc là, je dis yellow. Alors après, je vais dire pink. Normalement purple. Orange. Et tomato. Donc, alors, c'est marrant de changer la couleur d'un site web. C'est juste pour la démo. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une API pour ça. Aujourd'hui, on a une API qui s'appelle Web Speech, qui peut faire deux choses. Elle a le côté reconnaissance vocale. Donc là, en fait, il y a plusieurs choses qui se passent en stage de fond. Le navigateur est capable, du coup, d'écouter ce que je dis. Il est capable de retranscrire ça et ensuite de donner des ordres pour changer la page. Donc, il y a d'autres démos encore plus impressionnantes où, grosso modo, vous parlez à votre navigateur et il est capable de vous faire un transcript en temps réel. Alors après, toutes les démos que j'ai trouvées marchent que en anglais. Moi, je me dis, ce genre d'outil, c'est vachement cool. Quand on est designer, par exemple, on pourrait faire tourner ce genre d'outil dans un navigateur pendant une interview utilisateur. Et du coup, avoir un transcript directement parce que on peut récupérer ce que la personne dit. Après, c'est pas parfait avec le bruit, tout ça, mais on commence à pouvoir faire des trucs assez sympas.
Donc Web Speech, c'est dans Lab, c'est pour l'instant uniquement supporté par Android, Chrome et Desktop. Apple a aucune intention pour le moment de l'implémenter. Après, encore une fois, c'est un draft qui est même... non, c'est un initial draft, donc c'est pas encore une API officielle. Mais donc, en général, ça bouge assez vite. On peut faire de la réalité augmentée aussi dans les applications natives. Donc ça, c'est une démo de Apple où c'est un partenariat avec Ikea, où l'idée, c'est j'ai acheté un nouvel appartement, je vais vouloir... Donc effectivement, vous allez pouvoir vous amuser si c'est de l'appareil Apple, vous pouvez utiliser l'ARKit. Donc après, techniquement, c'est pas très compliqué. À partir du moment où vous avez le modèle 3D de l'objet, le truc le plus compliqué, en fait, c'est de construire le modèle 3D. Une fois que vous l'avez, en fait, que l'objet 3D, vous le posiez sur un fond blanc ou vous le mettiez en superposition avec les caméras de la personne, c'est juste une question de gestion des collisions ensuite, et la plupart des softs derrière vous permettent de faire ça. Donc, une démo que j'aime bien, c'est du côté de chez Google. Donc, chez Google, en fait, si vous êtes sur du Android, il y a besoin d'AirCore et d'une autre API qui s'appelle WebXR. Donc, on peut faire des trucs assez sympas. Donc, c'était une démo de Google Art and Culture. L'idée ici, c'est que non seulement le modèle, on peut le mettre dans son salon. Donc là, je peux me dire, ok, je peux pas aller à l'expo. Par contre, je peux faire venir l'expo chez moi, ce qui est quand même assez cool. Surtout en ce moment, en étant confiné, je passe beaucoup de temps sur Google Art and Culture. Donc le truc vraiment cool avec celui-là, c'est que non seulement vous avez le modèle, mais ensuite vous pouvez interagir avec. Donc là, par exemple, on peut appuyer sur certains endroits de la statue. Et du coup, on a des informations supplémentaires dans cette démo-là, sur cette statue-là. Donc, en termes d'AR, donc de réalité augmentée, les possibilités en termes d'expérience utilisateur sont énormes. Si vous êtes dans tout ce qui est le domaine de l'art, la culture, les musées, on peut faire des trucs super sympas. Tout ce qui est le domaine du voyage, le domaine du transport aussi. On pourrait imaginer avoir, par exemple, des visites guidées d'une usine où on montre pas d'une... Je suis sur les camions. Grosso modo, généralement, dans le transport, vous allez mettre plein de choses dans des camions. Il y a plein de règles de sécurité et compagnie. On pourrait imaginer une visite guidée avec de l'AR qui vous rajoute des règles de sécurité. On pourrait faire pas mal de choses de ce côté-là. Donc, tout ça, c'est possible dans les navigateurs. Et généralement, il y a des passerelles pour prendre les modèles que vous avez créés pour le natif et les transposer pour qu'ils fonctionnent sur du web. Mais... Est-ce que vous avez du son? Ok. Non, du coup, c'est juste toi. Désolée. Alors, un autre truc qu'on peut faire avec les appareils, c'est accéder à pas mal de choses, dont la localisation géographique et plein de petits sensors qui se trouvent sur ces appareils-là. Donc, la géolocalisation, ça fait des années qu'on peut utiliser ça en natif. On peut aussi l'utiliser sur le web. Ça doit fonctionner depuis, grosso modo, iOS 3. Donc, ça, c'est Citymapper. Donc, pour les villes qui le supportent, donc ni Brest ni Luxembourg, parce qu'ils ont que les grosses villes, c'est une application qui vous permet de voir un petit peu quels sont les bus, quels sont les transports publics à prendre et d'optimiser vos trajets. Vous pouvez installer l'application, vous pouvez aller aussi juste sur le site web. Du coup, plutôt que de dire où vous êtes, vous cliquez sur position actuelle. Donc là, le navigateur va vous demander est-ce que je peux accéder à la localisation de cet appareil. Une fois que vous mettez oui, en fait, il vous donne la position. Donc, encore une fois, j'insiste sur le fait que à chaque fois qu'on va demander un accès à quelque chose au navigateur sur un site web, en fait, c'est une demande. Par contre, si l'utilisateur a accepté une fois, du coup, c'est pris pour un acquis, en fait. Donc, vous n'allez pas devoir demander à chaque fois. C'est juste que la première fois, il va falloir effectivement demander un accès. Un peu comme en application native, c'est juste qu'en native, vous pouvez packager plein d'accès d'un coup, et encore de moins en moins, parce qu'il y a eu énormément d'abus. En web, c'est API par API. Ça marche partout, c'est la bonne nouvelle. Alors, quelques conseils en termes d'expérience utilisateur. Proposez toujours des solutions de repli. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Peut-être que la personne a des problèmes. Peut-être... Good. On reprend.
Donc, si vous êtes en plein milieu de la région parisienne avec pas des immeubles gigantesques, bon, peut-être que votre géolocalisation ne marche pas. Donc, le site de Darty propose de se géolocaliser, le gros bouton, mais il propose aussi de rentrer son code postal pour trouver le magasin le plus proche. En théorie, si vous rentrez un code postal, il va peut-être vous sortir 4 ou 5 magasins, mais ça reste quand même super précis. Donc, la géolocalisation, c'est cool, mais n'en faites pas une fonctionnalité principale, sauf si, bien sûr, si Uber ou Google Maps, ce genre de truc. Mais sinon, proposez quand même des solutions de repli au cas où ça ne marche pas. Puis, utilisez-le avec parcimonie en étant un minimum intelligent. Donc cet article est extrait d'un magnifique site qui s'appelle UX Movement, dont à peu près tous les derniers articles sont du gros n'importe quoi basé sur la vie personnelle de la personne qui écrit les articles, avec aucun fondement théorique derrière. Celui-là m'a particulièrement énervé parce que grosso modo, il vous dit que pour les champs de formulaire, pour les numéros de téléphone, pour aider l'utilisateur à les auto-formater, utilisez la géolocalisation. Donc déjà, vous arrivez dans un formulaire, le formulaire vous demande de vous géolocaliser. Vous êtes en droit de vous demander, mais pourquoi est-ce qu'il me demande ça? Ensuite, la personne habite clairement aux États-Unis. Vous venez à Luxembourg, bonne chance pour, avec la géolocalisation, deviner mon indicatif de téléphone. On a des gens qui ont des numéros luxe français, allemand, belge, voire carrément espagnol, ce genre de choses. Donc, en fait, la géolocalisation n'est en aucun cas un indicateur viable pour un numéro de téléphone pour savoir quel est le préfixe, en fait. Donc, la géolocalisation, c'est bien, mais utilisez-la avec parcimonie et utilisez-la avec intelligence. Ensuite, un autre truc cool avec ces petits appareils-là, c'est qu'on a tout un système avec plein d'API assez sympas comme le gyroscope, l'accéléromètre et toutes ces petites choses qui font que vous pouvez tourner votre téléphone dans tous les sens. Donc ça, c'est un jeu vidéo. Moi, ça me donne assez vite la nausée. Mais donc, vous voyez sur l'écran qu'il n'y a aucun contrôle sur mon écran. Parce qu'en fait, pour jouer aux jeux vidéo, je bouge tout simplement le téléphone. Et en fonction de comment je le bouge, ça va faire bouger la petite balle. À droite, c'est une application qui vous permet de voir les étoiles que vous devriez voir s'il n'y avait pas de la pollution lumineuse, ce genre de trucs. Donc, toutes ces applications natives-là, on utilise un gros mélange de gyroscope, d'accéléromètre et de plein de choses pour connaître la position de la personne par rapport au centre de la Terre et ce genre de trucs. Donc, on peut faire ça en web. Il y a une petite démo assez sympa qui s'appelle Paper Plane. Donc, le principe, c'est que vous allez créer un petit avion en papier sur lequel vous allez pouvoir le plier. Donc là, ça utilise du multitouch sur le pliage. Donc c'est complètement web. C'est en plein écran parce qu'il y a une application et une API qui s'appelle Full Screen API. Et donc le principe, c'est que vous utilisez votre téléphone pour faire semblant de lancer le petit avion. Ensuite, on vous dit, est-ce qu'on peut accéder aux notifications? Parce que si quelqu'un attrape l'avion, la personne peut vous dire où est-ce qu'elle est. Après, on a une deuxième phase où on passe en mode petit filet, on essaie d'attraper des avions virtuels. Et une fois qu'on a attrapé le petit avion, on peut le déplier, on peut rajouter un petit tampon dessus et s'amuser à réenvoyer l'avion. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est une démo qui fait un mélange de pas mal de choses. Donc, il y a de la géolocalisation. On ne le voit pas, mais j'avais accepté que le site web me géolocalise. Il est capable de passer en plein écran. Et ensuite, on peut vraiment commencer à s'amuser en bougeant le téléphone, à le secouer, ce genre de choses. Donc, ces API fonctionnent sur Android, ne fonctionnent pas sur Safari, hélas. Il y a une autre API qui peut être intéressante ici aussi, c'est Screen Wake Lock API. Donc pareil, ça c'est dans le lab, c'est quelque chose qui est une spécification non officielle de Chrome. Mais le principe, c'est de proposer un moyen de faire en sorte que le téléphone ne passe pas en mode veille ou carrément que le téléphone se lock. Donc, ça peut avoir plein d'utilisations très concrètes. Par exemple, un site de recettes de cuisine, un blog. Donc, quand on travaillait avec mes étudiants sur un site de blog de cuisine, quand on avait fait un user journey map, un des points qu'on avait relevé, c'est que, en général, la personne va avoir tendance à cuisiner, mais elle va vouloir aussi continuer à lire la recette, par exemple. Et un des trucs les plus pénibles qui était ressorti, c'est, je commence à faire des choses, j'ai les mains pleines de farine, j'en ai un petit peu partout. Et du coup, je veux continuer à lire la recette, sauf que mon téléphone, c'est loqué parce que la recette est sur un site web.
Et du coup, je me retrouve à devoir essayer de déloquer mon téléphone avec en général mon nez ou à peu près les stratégies qu'on peut trouver. Donc, on s'était dit, bah ouais, effectivement, on pourrait avoir, par exemple, cette API qui permet de faire en sorte que on ait un bouton sur un site de recettes de cuisine qui dit passer le site en avant-plan et ne jamais le verrouiller pendant les 10 prochaines minutes. On peut imaginer plein de trucs. Je vous parlais de l'API Speech. On pourrait imaginer, par exemple, d'avoir du contrôle vocal sur ce site web, de faire en sorte que le site web me dicte la recette et que je puisse dire suivant, précédent, stop, pause, ce genre de choses. Donc, si on commence à penser en termes d'expérience utilisateur, bah, on peut transformer un bloc de cuisine qui est juste un blog responsive en quelque chose de beaucoup plus intéressant avec une expérience qui est très très proche d'une expérience native, voire des fonctionnalités auxquelles même les applications cuisine natives ne pensent pas forcément. Donc on peut commencer à faire des trucs assez sympas. Une autre API que j'aime bien parce qu'il y a un potentiel intéressant, c'est Ambient Light Sensor API. Alors, par contre, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose parce que la démo est très rapide. Mais donc le principe, c'est que vous avez des petites ampoules. Je rapproche une source de lumière de mon écran. Quand je la rapproche, en fait, les ampoules deviennent de plus en plus lumineuses. Et si je l'éloigne, en fait, elles deviennent de moins en moins lumineuses. Alors, c'est super sympa si vous voulez faire des expériences artistiques, des machins un peu plus fun. Il y a aussi des cas très, très concrets, des cas business. Par exemple, à une époque, je bossais pour du monitoring de grues de chantier. Et donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que la personne qui est dans la cabine de grue de chantier peut être en plein soleil ou dans la pénombre la plus totale. Et se dire, bah, en fait, je pourrais peut-être faire en sorte que les contrastes de mon site web se changent en fonction de la luminosité ambiante pour être sûr que bah, si jamais il y a une alerte sur cet écran-là, souvent c'est des tablettes maintenant, bah, que même si la personne est en plein soleil, que le contraste soit suffisamment élevé pour que la personne voit l'alerte. Donc, encore une fois, c'est des trucs qui paraissent assez anecdotiques, mais quand on pense à des cas d'usage, on peut se dire, bah ouais, en fait, il y a vraiment moyen de faire des petits plus, des petites choses, les extras qui permettent d'apporter une expérience beaucoup plus intéressante que juste un site web responsive, en fait. Alors, pas supporté sur Apple, je suis désolée. Mais bon, on va y venir. Au bout d'un moment, ils vont pas avoir le choix. Alors, si vous cherchez la documentation sur tous ces trucs-là, sachez qu'il y a un truc qui s'appelle Generic Sensor API, qui rassemble toutes les API de ce qu'ils appellent les motion sensors. Donc là, c'est l'hémoromètre, le gyroscope et tout ce qu'ils appellent environmental sensors, donc tout ce qui est lumière ambiante, ce genre de trucs. Et puis, on peut le faire en CSS. En CSS5, CSS Level 5, alors ça fait 3 ou 4 ans que je parle de ce truc, c'est toujours pas supporté. Mais ça va venir, c'est dans la spécification CSS Level 5. L'idée, c'est qu'on aura une media query qui permet de savoir quel est le niveau de lumière, si c'est dim, normal ou wash. Et on peut adapter. J'ai un écho de ouf. Ensuite, on va pouvoir faire des expérimentations avec tout ce qui est les conditions de réseau. Ça pourrait être pratique. J'aime beaucoup ce site web, il s'appelle The Disconnect. Je vous mettrai les liens dans un article à la fin. L'idée de ce site web, c'est quand vous arrivez dessus, en fait, de base, vous avez accès à rien. Le site vous dit merci de vous déconnecter. Et en fait, quand vous passez en mode avion, vous pouvez lire le contenu du magazine. Donc après, c'est des contenus un peu philosophiques, un peu lifestyle, sur repenser l'utilisation de la technologie, ce genre de choses. D'où le fait de dire, bah, en fait, on force les gens à se déconnecter pour leur donner un moment de déconnexion pendant lesquels ils vont vraiment lire quelque chose, en fait. Donc ça, techniquement, c'est possible grâce à 2 trucs. Une chose qui s'appelle Service Workers et une API qui s'appelle Cache API. Alors, c'est qu'ils font les API, des fois, cherchent pas forcément des noms super compliqués. Donc, techniquement, comment ça marche? J'ai mon petit site web qui va... Alors, d'habitude, en fait, le site web fait une requête serveur, le serveur répond oui ou non. Là, en fait, le service worker, il faut imaginer ça comme une espèce de petit morceau de JavaScript, je simplifie, vulgarise à mort, qui va se mettre entre votre serveur et votre site web. Donc, les requêtes passent par là et en fait, le service worker est capable de dire est-ce que j'ai une connexion? Oui, bah, je vais le renvoyer au serveur.
tout est bon. Si j'ai pas de connexion, en fait, je vais pouvoir mettre des choses dans le cache local. Et vice-versa, en fait, si je demande une page et que le serveur est down ou que j'ai pas de connexion, bah, en fait, si la page avait été cachée, bah, je vais être capable d'y accéder. Donc c'est assez sympa et on peut faire plein de choses intéressantes. On peut aussi l'utiliser juste pour faire en sorte d'accélérer la performance des sites web. Si par exemple on met en cache une grosse partie du CSS, si on met en cache les icônes, toutes les ressources que vous qui changent quasiment jamais, bah, la première connexion va être un petit peu plus lente parce qu'il faut charger toutes ces ressources-là, mais toutes les connexions suivantes seront ultra rapides en fait, parce que plutôt que d'aller chercher tous ces fichiers-là sur le serveur, ces fichiers-là sont dans le cache. Alors, le service worker, c'est tellement bourrin que j'ai changé l'image de mon site il y a 6 mois et demi. Et sur Chrome, je suis encore obligée de forcer le rafraîchissement de la page pour avoir la bonne image. J'avoue qu'il n'est pas forcément super bien configuré, mais vous pouvez faire pas mal de choses intéressantes avec ça. On n'a pas encore complètement de la synchronisation en tâche de fond, mais on va y venir. Il y a une API pour ça, Background Sync API. Donc, l'idée du service worker, c'est que vous cachez des choses dans votre cache local. L'idée de cette API, c'est en plus de pouvoir cacher des choses locales, en fait, elle est capable de refaire des petits pings au niveau serveur. Et donc, du coup, ça va être tout ce qui va être de la synchronisation en tâche de fond. Par exemple, j'écris un email, j'ai pas de connexion à cet instant T, je peux le garder en cache et réenvoyer automatiquement à partir du moment où la connexion sera de retour. Et puis, il y a des cas d'usage déjà très pratiques. Il y a le blog de Sarah Sweden où, quand vous arrivez dessus, vous avez un petit bouton pour mettre l'article. Je ne sais plus comment s'appelle le bouton. Je crois que c'est Save for Offline. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, vous pouvez lire tous les articles que vous avez sauvés, même si vous n'avez pas de connexion, ce qui est très pratique, par exemple, quand vous êtes dans un avion. Ce magazine-là, c'est un magazine en ligne, iRate, donc là, je suis dans un navigateur. Et donc, le principe, c'est qu'à chaque fois que vous allez visiter une fois par jour, il est capable de mettre en cache toute l'édition de tout le magazine de la journée. Donc pareil, vous allez prendre l'avion, vous allez sur la page du site, ça vous le met en cache et donc vous allez pouvoir lire tout le magazine, l'édition de cette journée-là, dans l'avion sans avoir besoin jamais de vous reconnecter. Une de mes progressive web apps préférées, c'est ce petit jeu, le jeu de 2048. L'idée, c'est... je suis pas très douée à ce jeu-là, mais de mettre des blocs ensemble pour faire des multiples. En fait, donc c'est un site web auquel je peux jouer en mode avion. Tout mon score et mes parties précédentes est mise en cache. Et du coup, je peux revenir 3 semaines plus tard en ayant plus ouvert le site web. Je vais récupérer ma partie et mon score. Ensuite, vous pouvez aussi détecter le type de connexion de la personne. Donc, ça s'appelle Network Information API. Donc là, pareil, en termes d'expérience utilisateur, on peut proposer des trucs assez sympas. On peut se dire, OK, la personne a une connexion 3G, voire 2G très, très lente. Est-ce que j'ai vraiment envie de lui servir mes 5 mégas d'images qui ont été pourtant optimisés. Donc, on peut se dire, OK, si la connexion est lente, peut-être que je ne vais pas forcément servir les images, je vais mettre un placeholder. Ou peut-être que je ne vais pas charger ma police d'écriture qui est très jolie, mais qui prend quand même beaucoup de place. Sur une application, par exemple, une web app de vidéoconférence, vous pourrez avoir un petit message. Attention, on a détecté que votre connexion n'est pas très bonne. Peut-être que vous voulez éteindre le micro ou éteindre la caméra, ce genre de choses. Donc le support, désolé, comme d'hab, Android, pas encore à iOS. Une dernière API dans ce lot qui est assez sympa, c'est Battery Status API. Donc le principe, comme le nom l'indique, c'est on peut accéder en fait au niveau de batterie de la personne. Donc là encore, je vous dis ça, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi les cas d'usage concrets ? Grosso modo, tout ce que je vous ai montré là, on peut commencer à vraiment bien grignoter la batterie de la personne. Si on commence à avoir de la géolocalisation, plus du son, plus du machin, plus du truc, ça peut descendre assez vite. Donc l'intérêt de cette API, c'est peut-être se dire à un moment donné, OK, si je détecte que la personne n'a plus trop de batterie, sur la géolocalisation, je vais peut-être faire des pings moins souvent. Ou alors, je vais carrément désactiver les animations qui prennent beaucoup de GPU, ce genre de choses. Donc là, pareil, support Android, Firefox aussi sur mobile, Edge Desktop. La chose suivante que vous voulez généralement faire, c'est réengager les utilisateurs.
Donc déjà, il y a une petite astuce super simple à mettre en place. Si par exemple vous êtes un musée ou un site de restaurant, ce genre de choses, c'est que vous pouvez faire en sorte de créer un bouton qui va automatiquement composer le numéro pour la personne. C'est super galère de faire des copier-coller, surtout de numéros de téléphone sur des sites web. Google l'a bien compris, donc maintenant quand vous cherchez des restaurants ou des commerces, en fait vous avez un petit bouton appelé, donc quand on clique dessus, ça précompose le numéro. Mon conseil au restaurant, utilisez les préfixes. Donc, faites pas comme eux, mettez pas 03, mais sachez que si vous avez de la clientèle internationale, elle va pas forcément connaître le préfixe du pays dans lequel elle se trouve. Donc, du coup, mettez toujours le préfixe à plus 33 quelque chose, plus 352, je crois, Luxembourg. Mais moi, je sais plus alors que je vis là depuis 3 ans. Et donc voilà, généralement on me demande si on peut appeler directement, alors non. Pour des questions de sécurité, éviter du spam et éviter les scams, non, ça n'appelle pas. Encore une fois, donc ça précompose le numéro, la personne doit encore appuyer sur le petit bouton vert pour appeler. Sinon, imaginez la grosse feuille de sécurité, les hackers y ont déjà pensé, donc non, ça n'appelle pas, mais ça reste quand même assez pratique. Ensuite, souvent, une des raisons de une application native, c'est de se dire oui, mais moi, je veux que la personne puisse lancer mon application depuis son téléphone parce que je pense très sincèrement que si l'application est installée, la personne va venir plus souvent utiliser mon site ou mon produit. Alors, statistiquement, il y a eu plein d'études là-dessus qui prouvent qu'on a plein d'applications installées sur son téléphone, on n'en utilise quasiment aucune. Bref, c'est un autre débat. Mais sachez que vous pouvez aussi l'avoir en web, en fait. Vous vous souvenez du favicon, le petit truc en haut à gauche de l'onglet de Chrome? En fait, vous pouvez avoir la même chose sur un site web responsive. Donc, comment ça marche? Tous les navigateurs modernes ont ça. Donc, vous allez soit dans Partager, soit dans les paramètres du navigateur. Donc, sur iOS, c'est Add to Home Screen. Ça, c'est Chrome. Ça s'appelle aussi Add to Home Screen. Et je crois que sur Opera, c'est un autre nom. Mais en tout cas, on peut en fait ajouter n'importe quel site web à partir du moment où il a une favicon. S'il a pas de favicon, on peut l'ajouter aussi, c'est juste que ça sera beaucoup moins sympa, à l'écran d'accueil de son téléphone aussi. Mais vous pouvez l'ajouter sur Mac aussi, vous pouvez l'ajouter sur Windows. L'application web peut-elle être offline? Est-ce qu'on peut prendre les questions à la fin parce que ça dépend ce qu'on entend par offline? J'y répondrai après si tu veux bien. OK. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à votre favicon, donc sur tous les différents navigateurs. Ça marche même sur Windows Phone. Je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui des Windows Phone, mais en tout cas, ça marchait plutôt bien. La seule contrainte, c'est que du coup, il vous faut plein de différentes tailles de favicon. Donc, il y a un outil sympa qui s'appelle Rel Favicon Generator. Je crois que c'est fait par une équipe de Français en plus, qui vous permet de mettre votre favicon une fois sur ce site-là. Vous faites tous les réglages et ensuite, ça vous génère toute la tambouille de toutes les icônes et de tout le code HTML qu'il vous faut pour avoir des jolis favicons sur à peu près tous les navigateurs mobiles, desktop imaginables. Ensuite, en termes de réengagement, alors, on pense aussi assez souvent aux badges. Alors, moi, je sais que ça me stresse et que je ne peux pas avoir des badges. À partir du moment où il y a des badges comme ça qui se baladent, je suis obligée de faire lu. Mon ancien boss, il avait des badges avec 1500 mails non lus. Je ne comprends pas. Moi, je vois le truc rouge, il faut que je m'en débarrasse. Mais apparemment, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, si vous voulez avoir des badges sur les icônes, aujourd'hui, en mobile, ce n'est pas possible, mais Chrome est en train de développer une API pour ça. Alors, j'ai testé avant-hier, la démo ne marchait plus. Pourtant, j'avais pris un screenshot il y a 3 semaines sur la démo, donc c'est assez volatile. Mais sachez que c'est prévu. Donc, pouvoir mettre des badges, donc, nombre de notifications qui vous restent sur des favicons, ils sont en train de travailler dessus. Une autre chose assez sympa avec les applications natives, c'est de pouvoir partager avec d'autres applications. En fait, vous pouvez le faire en web. Donc, il y a une appli qui s'appelle WebShare API. Quand on clique sur le bouton, donc ça marche sur iOS et ça marche sur Android. Et donc, ça vous propose la pop-up native de partage, que ce soit d'iOS ou d'Android. Donc là, je suis dans Safari, là, je suis dans Chrome. Et du coup, je peux partager ce contenu avec tout et n'importe quoi sur mon appareil mobile. Alors, j'étais super surprise de voir que ce truc-là fonctionne sur iOS aussi, alors qu'en fait, c'est une API non officielle, mais Apple a quand même décidé de l'implémenter.
Comme quoi, ça arrive. Ensuite, un autre truc qu'on me dit souvent, c'est ouais, mais les sites web ne peuvent pas accéder aux contacts. Alors, encore une fois, ils sont en train de travailler dessus. Il y a une API qui est en proposition non officielle draft depuis janvier qui s'appelle Contact Picker API. Donc, ce qu'il faut comprendre sur cette API-là, et je tiens à le souligner, c'est que c'est pas comme dans les applications natives, quand vous dites à LinkedIn, voilà l'accès à mon carnet de contacts, et que du coup, LinkedIn récupère tous les contacts en question, et que tous les partenaires LinkedIn récupèrent aussi des contacts. Non, ça marche pas comme ça, en fait. Donc déjà, la règle de base, comme d'habitude, on demande un accès, l'utilisateur doit explicitement donner cet accès-là, allow, deny. Et ensuite, en fait, je donne pas l'accès à mon carnet de contacts. En fait, je donne l'accès en lecture à ce carnet de contacts, ce qui me permet de dire, OK, je veux partager mon contact Pierre ici. Donc, je choisis manuellement quel contact je veux partager. Et donc ici, donc, j'ai tout flouté, mais grosso modo, ça récupère le nom de la personne, l'email, le téléphone, et vous pouvez récupérer les données. Donc ça, encore une fois, ça peut être pratique pour plein de cas d'usage. Vous voulez, par exemple, pouvoir envoyer un mail, bah, c'est pratique quand même de pouvoir accéder au carnet de contact de la personne, si vous avez, par exemple, une web app d'email. Ensuite, le Graal en termes de marketing et de réengagement, c'est bien sûr les notifications push. Donc, les notifications push sont possibles en web et fonctionnent sur mobile. Pour l'instant, je vous spoil un peu, mais ça marche pas sur iOS. Donc, pareil, comme d'habitude, il faut demander l'accès et ensuite, vous pouvez faire plein de choses. Alors, on peut mettre énormément de choses, en fait, dans ces notifications. En particulier sur Android, vous pouvez mettre des call to action, vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des gifs. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où on a accès à ça, en fait, on a accès à la même richesse que si c'était une notification native. Donc, comment ça marche? On a besoin de deux choses. On a besoin de push API et on a besoin de service workers. Donc, c'est à peu près le même concept que ce que je vous ai montré avant pour l'offline. On a notre serveur. On a besoin d'un serveur de notification push, ce qui est très compliqué en général à en mettre en place et ça coûte... Enfin, je m'étais renseignée pour faire ça sur mon blog. Ça coûte vraiment très cher mensuellement. Mais après, si c'est votre stratégie marketing, ça peut peut-être valoir le coup. Donc, votre serveur en dit bah, « Coucou, il y a un nouveau contenu », le service push qui renvoie au mobile en passant par le service worker. Pourquoi ça ne marche pas sur iOS? Parce qu'en fait, les service workers fonctionnent sur iOS, mais iOS n'a pas implémenté l'API push. Donc, on a la moitié du job pour avoir des notifications push, mais on n'a pas le reste. Alors, c'est très drôle parce que, par contre, ça marche sur Chrome Desktop sur Mac. Donc... c'est juste vraiment le côté, bah, pour l'instant, sur Apple, si vous êtes sur Safari et même sur Chrome, vous n'avez pas le droit aux notifications push. Quelques conseils en termes d'expérience utilisateur pour des bonnes notifications. Il faut en général 3 choses. Il faut un bon timing. Il faut que s'il y a des actions à faire, que la personne sache exactement ce qu'elle doit faire. Il faut qu'elle soit personnelle. Un bon timing, j'attends 2 choses. Le bon timing, ça veut dire que si je suis un serveur américain, ben, je vais faire en sorte que quand les notifications push sont envoyées en Europe, elles ne sont pas envoyées à 3 heures du mat. Parce que bon, recevoir une notification de « Coucou, il y a des soldes sur ce site-là » et se faire réveiller par ça à 3 heures du mat, c'est pas génial. Donc, bon timing côté instant temporel, mais aussi bon timing côté expérience globale. Si j'ai des notifications pour me prévenir que mon avion a du retard, bah, recevoir une notification push que l'avion a du retard quand je suis arrivée, ça ne me sert pas à grand-chose. Actionable, bah, c'est grosso modo si je reçois une notification comme quoi mon colis est en retard et que je dois traquer le paquet ou que je dois carrément faire quelque chose. En général, ça peut être changer de dire que je veux le récupérer à un point relais, ce genre de choses. Bah, pensez à mettre une petite action quelque part. Personnel, Amazon. Alors, pour une raison que j'ignore complètement, Amazon a décidé que j'avais très besoin de Gummistiefeln. Comment on traduit ça en français? De petites bottes en caoutchouc jaune. Donc, Amazon a décidé de m'envoyer des notifs pour des bottes en caoutchouc jaune, puis bleu, puis rouge, puis vert, puis rose, puis multicolore. Je crois que j'en ai 7 ou 8. À un moment donné, je garde les notifications Amazon juste pour avoir des mauvais exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, encore une fois, aujourd'hui, avec tout ce qui est machine learning et ce genre de choses, en théorie, on est quand même capable de proposer une expérience un minimum personnalisée aux gens.
L'autre truc vraiment cool, et ça c'est une API que je trouve absolument géniale, ça va être Media Session API. Pareil, pour l'instant, c'est pas encore supporté, c'est en cours de développement, tout ça. Mais l'intérêt de cette chose-là, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, par exemple, je pourrais pas faire un Spotify dans le navigateur. Parce que je pourrais jouer la musique, OK, mais je pourrais pas avoir tous les contrôles que j'ai quand je suis dans Spotify application native. En fait, ils se sont dit, si j'ai accès aux notifications push, je pourrais très bien utiliser les contrôles. Donc, Media Session API, ça vous permet de contrôler les médias qui sont joués dans un navigateur depuis le reste de votre téléphone. Donc, d'avoir ce genre de choses qui, normalement, est réservé à Spotify natif, voire carrément de l'avoir sur la page d'accueil. Donc là, vous voyez, la source, c'est Google Chrome, un GitHub IO, c'est des mots de la spec. Alors là, vous n'avez pas de son. Mais grosso modo, je crois que ça a lagué. Ah! OK. Donc là, vous voyez derrière mon navigateur qui récupère les events dans le live input. Et donc, vous voyez qu'en fait, je suis carrément en train de changer de piste directement dans la petite notification. Donc, j'insiste sur le fait que c'est pas du natif. Là, j'ai vraiment un site web avec plein de musique qui joue en tâche de fond et je suis capable, depuis le centre de notification natif de mon téléphone, de contrôler ce son-là. Ça veut dire que, grosso modo, demain, effectivement, on pourra avoir un Spotify complètement dans le navigateur, un Deezer, un YouTube, ce genre de truc. Alors, complètement expérimental, fonctionne sur Chrome, Samsung et Edge, vu qu'ils ont récupéré le moteur de rendu de Chrome. Quelques petits conseils pour demander des permissions. Grosso modo, ne demandez pas la permission quand la personne arrive sur la page. Il y a rien de pire. Alors, on parlait un peu avant de tout ce qui est les sites de cuisine et compagnie. Aujourd'hui, l'expérience des sites web sur mobile, c'est grosso modo, vous arrivez sur un site, on vous demande, hey, est-ce que je peux te géolocaliser? Hey, est-ce que je peux accéder à tes notifications? Hey, est-ce que ça... Non, stop. Évitez de faire ça, parce que la seule chose que vous allez réussir à faire, c'est exaspérer les utilisateurs et faire en sorte qu'ils vous disent non, grosso modo. Est-ce que YouTube ne le fait pas déjà? Oui, YouTube le fait, mais en natif, pas en web. Ou alors, ils l'ont implémenté sur leur site web sur Chrome, vu que YouTube appartient à Google et que Google fait à peu près ce qu'ils veulent avec leur navigateur sur mobile. Donc, grosso modo, c'est un peu le principe. Donc, les permissions. Demander les permissions en contexte. Expliquer aux personnes qu'est-ce qu'elles vont gagner. Typiquement, l'exemple que j'avais avant sur mon site qui me demande de me géolocaliser, en fait, demander la géolocalisation à un moment où la personne a appuyé un bouton pour dire me géolocaliser, ne le demandez pas au chargement de la page, parce que sinon la personne va se demander pourquoi vous me demandez ça, et au final va juste refuser. C'est tellement devenu exaspérant que maintenant, à Firefox, vous avez une option pour dire refuse toutes les permissions par défaut. On a tellement exaspéré nos utilisateurs que les navigateurs en sont à essayer de protéger les utilisateurs de nos propres conneries de concepteurs de sites web. C'est dire à quel point c'est du grand n'importe quoi. Et le problème, c'est comme d'habitude, il y a quelques sites qui font des trucs nuls, ça exaspère les personnes et du coup, tout le monde en pâtit, alors que franchement, il y aurait des cas d'usage qui seraient super intéressants pour les notifs, la géologue, tout ça. Donc, pourquoi j'insiste sur ce point? Parce qu'en fait, que ce soit sur Chrome ou sur iOS, vous avez une seule chance. Si jamais la personne a dit a refusé, don't allow, faut aller dans les paramètres du site web, donc Site Settings, et aller dans cette petite pop-up et dire Clear and Reset pour pouvoir à nouveau donner accès. Autant vous dire que personne ne va le faire. En fait, la plupart des utilisateurs ne sont même pas au courant que ce genre de fonctionnalité existe. Pareil sur Safari, je crois que vous pouvez demander une fois. Si la personne dit non, il y a moyen de demander une deuxième fois. Et ensuite, du coup, c'est mort aussi. Donc, demander en contexte et demander au bon moment. Et effectivement, en natif, vous devez aller carrément dans les paramètres de demander les notifications, redonner accès un par un. Donc, il y a une astuce qui est ce qu'ils appellent le double pattern de permission. De dire, en fait, je vais demander à la personne l'autorisation. Si elle clique sur continue, la première autorisation ici est une fausse autorisation. Donc là, j'ai grosso modo une page web avec 2 boutons. Si la personne clique sur continue, j'envoie JavaScript pour demander l'autorisation, la vraie.
Si la personne clique sur non, en fait, j'envoie pas de JavaScript. Mais ce qui veut dire que là, elle a mis non, mais ça veut dire que je peux lui redemander plus tard. C'est un peu subtil, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez envoyé le JavaScript pour demander l'autorisation et que la personne a dit non, vous pouvez pas redemander. Alors que là, en fait, vous avez une espèce de, comment dire, de sas d'entrée, de dire si la personne a dit non, bah en fait, vous pouvez lui demander plus tard dans son expérience. Donc c'est ce qu'on appelle le double pattern. Donc, s'il y a un truc à retenir, c'est ne demandez pas les permissions au chargement de la page la première fois que la personne, demandez-les en contexte. Donnez le contrôle aussi, en particulier sur du e-commerce. Peut-être que la personne n'a pas envie d'avoir toutes les offres. Donc, c'est comme les newsletters, en fait, au final. Si vous avez beaucoup d'options, beaucoup de notifications, il y a un endroit quelque part dans votre site web, en général, on le met juste à côté du paramètre d'email ou de newsletter qui permet de choisir de quoi je veux être notifié. Souvent, une bonne pratique, c'est aussi la fréquence. Est-ce que je veux être notifié une fois par jour, une fois par semaine, ce genre de choses. Donc, exactement les mêmes bonnes pratiques que pour tout ce qui va être notification par email, en fait. Et donc, c'est vrai pour n'importe quelle permission, push, média, géolocalisation, toutes ces choses-là. Une autre chose qu'on aime bien dans les applications natives, c'est que c'est vachement facile de payer avec. Alors, on aime bien ou pas, quand ta petite cousine a failli acheter pour 100 € de je sais plus quoi sur... C'était quoi ce jeu? Celui avec les cochons et Angry Birds. Ma petite cousine a déjà failli acheter beaucoup sur Angry Birds. Du coup, la facilité de paiement est plus ou moins bien en fonction de comment vous voulez l'interpréter. En web, on a pas mal de choses pour faciliter le paiement. La première chose sur iOS, c'est que vous pouvez avoir un scanner de carte de crédit. Donc, ceci n'est bien sûr pas une carte de crédit, mais imaginez qu'il y a une carte de crédit derrière. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, Apple n'a absolument pas documenté ça. Donc, il y a des discussions entières sur Stack Overflow de développeurs qui essaient de deviner à peu près à quel moment on peut obtenir ce petit scan credit card. Donc, good. Donc, il faut essayer de décompiler tout ça, le rétro-engineering. Apparemment, ça, c'est une des solutions qui permet de faire ce truc-là. Ensuite, les personnes peuvent conserver leur carte de crédit. Donc, à partir du moment où la personne a choisi de conserver sa carte de crédit dans les options d'autofill de Safari, s'il y a un champ de carte de crédit, en fait, vous pouviez y accéder. Donc, vous pouvez pas la scanner, mais réutiliser tout ça automatiquement. Alors, en termes d'API intéressantes, on a Payment Request API. Alors, le concept de cette API, c'est assez sympa. C'est que l'idée, c'est qu'on va stocker non seulement la carte de crédit, mais également les options de contact et les options d'envoi, donc tout ce qui va être adresse de facturation, adresse de livraison. Donc, l'idée, ça sera de stocker tout ça de manière sécurisée sur un navigateur, d'avoir un seul bouton. Et du coup, c'est le navigateur qui s'occupe de remplir tout ça. Bien sûr, il y a une confirmation de votre carte de crédit pour des questions de sécurité, mais quand même. Donc, l'idée, c'est d'aller encore plus loin. En fait, au final, ça pourrait remplacer tout un processus d'achat. Vous avez un seul bouton, checkout, et c'est le navigateur qui s'occupe de tout le reste. De vous faire entrer votre carte de crédit qui va pouvoir récupérer d'anciens achats, de récupérer vos données d'envoi et de facturation, et tout ça sans avoir besoin de s'embêter. Donc, ça marche sur Android, ça marche sur iOS aussi. Sur iOS, vous avez deux choix. Vous avez soit cette API, soit vous avez Apple Pay.js. Donc, Apple Pay.js, c'est un script propriétaire d'Apple qui vous permet d'invoquer l'Apple Pay. Donc, pareil, ça vous permet, grosso modo, de payer avec l'Apple Pay sur un site web. C'est disponible normalement sur iOS 10, sauf en Chine où il faut attendre iOS 11 quelque chose, un truc comme ça. Enfin, vous regarderez si ça vous intéresse. Il y a documentation, pour une fois, n'est pas trop mal faite. Donc, disponible sur Android et iOS. Une autre chose assez sympa avec les applications natives, c'est l'authentification. Tout ce qui est biométrie, smart card, ce genre de choses. En web, on a une application pour ça qui s'appelle WebAuth. Donc, le principe ici, c'est que je vais pouvoir choisir comment je veux m'authentifier. Donc là, j'ai choisi le lecteur d'empreintes digitales sur mon téléphone. Et du coup, là, quand j'aimerais authentifier, en fait, il ne me demande pas un login mot de passe. Il me demande juste de mettre mon doigt. Et je suis capable de me réauthentifier sur le site web en utilisant directement ça.
Donc ça, c'est sympa parce que si vous allez sur des sites où vous allez souvent, ce genre de choses, ça facilite quand même grandement l'authentification. Et pareil, ça marche sur Android et sur iOS depuis les dernières versions. Une dernière solution, c'est utiliser les comptes Google, mais aussi les comptes Apple. Donc, il y a de plus en plus de sites web maintenant. Si vous avez un compte Apple et qu'il détecte que vous êtes sur Safari, vous pouvez vous loguer directement avec votre compte Apple. Pareil, si vous êtes sur Chrome et que vous avez un compte Google, il vous permet de vous loguer avec un de vos 72 milliards de comptes Google. Une dernière chose dans les API assez sympa, c'est tout ce qui va être connecter des objets. Donc, c'est souvent un des gros arguments de dire on va faire une application native parce qu'en fait, nous, on a besoin de se connecter à des objets, que ce soit en Bluetooth ou avec d'autres protocoles. Alors, il y avait une petite démo assez rigolote qui est la démo de chez Google de la petite tortue. Donc, le principe, c'est que vous avez une petite tortue qui est connectée à un navigateur en Bluetooth derrière. Et vous allez pouvoir changer les couleurs de la petite tortue. Maintenant, au lieu d'une petite tortue, imaginez que ce soit vos ampoules connectées. Grosso modo, vous pourriez imaginer un site web qui vous permette de changer la couleur de vos ampoules connectées sans avoir à vous embêter à installer une application native encore une fois. Donc, comment ça marche? On a une API qui s'appelle Bluetooth API. Donc, le principe, c'est, encore une fois, on a une petite notification qui dit « Ok, voici l'appareil avec lequel tu veux pouvoir te connecter ». Et donc là, normalement, en temps réel, c'est capable de récupérer les battements cardiaques. Donc, Bluetooth API et NFC. Donc, NFC, c'est un draft non officiel, mais pareil, en fait, il y a des spécifications pour lire et écrire sur des tags NFC. Alors, je ne suis pas une spécialiste de tout ce qui est NFC, mais en termes de cas d'usage, on peut imaginer, par exemple, dans des musées, vous approchez le site web du musée d'un tag NFC et vous avez plus d'informations sur l'œuvre. Donc ça, c'est le cas d'usage lire. Mais vous avez aussi le cas d'usage lire et écrire, qui serait l'employé du musée se connecte avec sa web app, qui a des nouvelles données à mettre sur l'œuvre, et en fait, il est capable d'écrire aussi sur le tag NFC pour que la prochaine personne qui va le scanner ait des informations mises à jour. On peut imaginer dans des conférences, scanner des badges NFC, enfin, il y a plein de cas d'usage. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est surtout la partie pour les entreprises. Alors, monsieur, madame, tout le monde va peut-être pas forcément utiliser des sites web pour connecter ses ampoules Bluetooth et son Philips. Par contre, en B2B, ça commence à devenir vraiment sympa parce qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que maintenir des applications lourdes, des clients Windows, ça coûte très, très cher. Et en fait, on a de plus en plus de produits qui passent en cloud, de plus en plus de produits qui passent en software as a service. Et donc, juste là, un des gros freins de tout ce qui est les industries un peu lourdes, c'était de dire, OK, vous êtes bien sympa, mais moi, aujourd'hui, j'ai besoin de connecter un échographe portatif à ma tablette. Je peux pas le faire en web. Demain, on pourrait imaginer que le médecin qui a son échographe portatif, qui était obligé d'acheter une tablette propriétaire qui allait avec l'échographe portatif, demain, il laisse son iPad, il a sa tablette Android, n'importe laquelle qu'il veut, il se connecte son échographe portatif directement au site web et il fait ses tournées comme ça. Donc, c'est clair que en B2C, je suis pas sûre qu'il y aura beaucoup de cas d'usage, mais en B2B et ce genre de choses, je pense que c'est là où ça devient vraiment très, très intéressant d'avoir tout ce qui est les objets connectés capables de se connecter à des sites web et pas seulement à des applications natives sur Android. Avec un peu de chance, Apple va se décider à faire en sorte que la spec fonctionne, mais pour le moment, c'est de l'Android. Ok, alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire de fun? Avec tout ça, on peut se dire, plutôt que de construire une application native, je vais construire un truc qui s'appelle une Progressive Web App, donc PWA. Le principe des Progressive Web App, je ne sais même pas si ça a été traduit en français, je pense qu'on dit Progressive Web App en français aussi, c'est que c'est un site web qu'on va augmenter, auquel on va rajouter plein de fonctionnalités, pour le rapprocher d'une expérience native. Donc, la première chose, c'est la découvrabilité. Grosso modo, c'est un site web. Donc, vous pouvez normalement y accéder via n'importe quelle URL. La deuxième chose, c'est qu'il est installable.
en fait, on va avoir des mécanismes qui permettent d'installer, entre guillemets, ce site web sur l'appareil de la personne et du coup, la personne peut le lancer directement depuis sa page d'accueil. Réengager donc les notifications push que sur Android hélas. Indépendant du network, en utilisant les services workers, on peut commencer à faire tout ce qui est des choses en ligne progressives. Progressif, c'est intéressant parce que ça veut dire que grosso modo, vous pourriez faire un site web qui s'adapte sur tablette, sur téléphone et sur grand écran, et avec la même URL, en fonction de l'appareil sur lequel la personne l'a installé, avec des gros guillemets, vous aurez une expérience plus ou moins adaptée. Safe, sécurisé pardon. En fait, pour avoir une progressive web app, vous êtes obligé d'avoir du HTTPS, donc c'est forcément sécurisé, c'est responsive. Linkable, donc grosso modo, on peut créer des liens, on peut l'envoyer à d'autres personnes, on n'a pas besoin d'aller la télécharger sur le store, en fait. Demo time. Alors, je me suis amusée à transformer mon site web en progressive web app. Ça n'a aucun intérêt à part la démo. Donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil, si vous êtes sur Android, vous avez la petite bannière en bas. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez installer. Donc là, mon site est installé sur mon téléphone mobile. Et donc là, je l'ai lancé en plein écran. Donc, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que mon site se comporte comme une app. Il y a mon site dans Chrome, qui est mon site web. Et si je repasse sur ma progressive web app, en fait, vous voyez qu'elle est en plein écran. Il n'y a plus Chrome tout autour. Quand on dit installable, c'est vraiment ça. Quand on dit installable, c'est maintenant mon site, je peux le lancer depuis la page d'accueil de mon téléphone ou depuis ce qu'on appelle l'App Drawer sur Android. C'est ce petit tiroir où vous avez toutes vos applications que vous voulez cacher, que vous ne voulez pas mettre sur la page d'accueil. Une grosse différence entre iOS et Android. iOS, vous êtes obligé d'avoir tout sur différentes pages d'accueil. Sur Android, vous pouvez cacher les apps que vous n'utilisez pas souvent. Un truc sympa, c'est que vous pouvez choisir au moment où vous la créez comment est-ce qu'elle va se lancer. Donc, il y a deux modes. Il y a Display Browser. Donc, Display Browser, c'est grosso modo quand la personne va cliquer sur le petit, sur l'icône, ça va la lancer dans mode navigateur avec tout le navigateur autour. Moi, j'ai choisi Display Standalone parce que ça permet d'avoir une expérience plus proche du natif où, du coup, on n'a plus du tout le navigateur autour. Donc, on commence vraiment à se rapprocher beaucoup, en fait, d'une expérience native. Ça se comporte vraiment comme un site natif, dans le sens où si je passe en multitask, je le vois vraiment comme une application. J'ai accès à App Info, donc grosso modo ici, je peux voir à quoi ma progressive web app a accès. Ici, à rien parce qu'en fait, je ne demande pas grand-chose, mais si j'avais accès à d'autres choses ici, je pourrais le voir. Et je peux cliquer sur un install. Donc, ce qu'il faut comprendre quand on dit installer une progressive web app, grosso modo, ça veut dire qu'elle va stocker, grâce au service worker, des données sur l'appareil de la personne. Sur Android, on peut faire des trucs assez cool aussi avec les progressive web apps ou les sites web. On peut s'amuser à changer la couleur de la barre du haut. Donc Archiduchesse, j'ai pas vérifié si c'est toujours le cas, mais pendant très longtemps, en fait, ils s'amusaient à changer la couleur de la barre en fonction de la chaussette sur laquelle vous vous trouvez. On est d'accord que ça n'a aucun intérêt, à part le fait que c'est vachement cool. Et que, mine de rien, une partie de l'expérience utilisateur, c'est aussi faire des choses qui vont faire plaisir aux utilisateurs. Et j'ai jamais acheté la moindre chaussette sur ce site-là, mais je vous en parle en fait aujourd'hui parce que je trouvais l'expérience plaisante en fait. Donc c'est ces petites choses-là, c'est se dire ok, ça mange pas de pain, on a besoin d'une ligne d'HTML et on peut proposer un truc un peu plus sympa, pousser son branding à fond en faisant pas beaucoup d'efforts. Si vous voulez faire encore moins d'efforts, en fait, vous pouvez le faire au niveau de votre un niveau plus élevé ou au niveau d'un fichier qui s'appelle le manifest.json. Et du coup, plutôt que d'avoir une méta sur chaque page, vous chargez ce fichier-là, vous donnez votre couleur de thème et tada, vous avez tout le temps la même couleur de thème partout. Un autre truc cool avec les progressive web apps, c'est le splash screen automatique. Donc, quand elle se lance, plutôt que d'avoir un écran blanc, en fait, vous allez avoir un splash screen qui est généré par la couleur de thème, la couleur de fond, le nom de l'application et l'icône. Et donc, pour transformer un site web en progressive web app, il y a besoin d'une chose, en plus d'avoir du HTTPS, c'est d'un fichier qui s'appelle manifest.json. Donc, dans ce fichier-là, en fait, vous allez déclarer tout ce qu'il vous faut pour votre progressive web app.
le nom court, le nom, l'URL de départ, par exemple, moi, je ne l'ai pas rempli, c'est un peu bête, mais grosso modo, si les gens ajoutent la Progressive Web App depuis n'importe quelle page, vous voulez peut-être dire que votre URL de départ, c'est la page d'accueil. Display standalone ou browser, c'est ce dont je vous parlais avant, c'est choisir est-ce que ça s'ouvre dans un navigateur en plein écran. Background color, c'est la couleur de mon splash screen, et theme color, ça va être la couleur de la petite barre de Chrome au-dessus. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire des Progressive Web App aujourd'hui ? Déjà, la première chose, c'est tout simplement, c'est juste un site responsive avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Donc, si vous avez déjà une web app, la transformer en Progressive Web App, ça ne demande pas vraiment beaucoup d'efforts. Ensuite, si vous voulez vous sortir de tous les dictats du store, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Apple et Android prennent une partie des revenus sur tout ce que vous vendez dans vos applications. Donc, ça peut être un argument intéressant. De dire, du coup, vous pouvez être sur l'appareil de l'utilisateur, mais sans forcément donner une part de vos revenus à Apple ou à Google. Ensuite, en termes de mise à jour, c'est quand même beaucoup plus pratique parce que du coup, ça se déploie comme un site web. Les utilisateurs ne sont pas obligés de faire une mise à jour comme ils sont obligés de faire avec des applications natives. Ensuite, on a une expérience assez rapide parce que les lignes directrices de base pour construire des Progressive Web Apps, ça reste de créer ce qu'ils appellent l'application shell. Donc, le squelette de votre application, ce qu'on vous conseille, en fait, c'est de le mettre en cache. Donc, tout ce qui va être vos icônes, tout ce qui va être les choses, les fichiers statiques qui ne bougent pas, ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est que vous allez avoir un premier chargement un peu plus long, parce qu'il va falloir charger toutes ces ressources. Mais une fois qu'elles sont chargées, elles sont mises en cache. Donc, ce que vous allez charger, au final, c'est juste tous les nouveaux contenus. Et puis ensuite, c'est effectivement éviter la multiplication des coûts quand vous faites des applications pour Android, iOS et peut-être Windows 10, si certaines personnes en font encore. Grosso modo, vous avez des coûts de développement spécifiques, vous avez des coûts de maintenance, ça commence à chiffrer assez vite. Et l'accès à tout ce dont je vous ai parlé avant, les notifications, la géolocalisation, le support offline, toutes ces choses-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas que pour les utilisateurs d'Android Chrome. Donc déjà, on peut installer les Progressive Web Apps comme des applications desktop. Alors ça a changé la vie à une de mes PO. Ce qu'il faut comprendre quand je bossais pour Luxair, qui est une compagnie aérienne, c'est qu'on a une succursale qui s'appelle Luxair Tour, qui est la partie tour opérateur et organisateur de voyage. Donc jusqu'à là, en fait, on a nos vendeurs, entre guillemets, ils avaient une application native qui s'appelait Stratos, qu'ils installent sur Windows. Et ils sont super habitués. C'est des utilisateurs qui ont une très, très, très grosse peur du changement. Et donc, un des arguments pour leur vendre notre nouvelle web app, c'était littéralement de dire, mais si, regarde, tu fais clic, et tu as le bouton pour lancer notre web app depuis ton desktop Windows comme avant, comme sur Stratos, comme sur ton ancien système, tu double-cliques dessus et tu peux le lancer. Et alors, c'est bête, mais du coup, en fait, en termes d'accompagnement au changement, c'était une espèce de méga argument de dire non, t'inquiète pas, tu n'es pas obligé de le lancer dans un navigateur. Tu vas voir ta petite icône, tu vas pouvoir double-cliquer dessus. Ça marche sur Chrome, sur Mac, sur Windows, ça marche sur Edge normalement aussi maintenant. Donc ça marche sur plein d'autres choses. Donc l'argument, c'est de se dire, ok, si vous faites une Progressive Web App, c'est cool pour les mobiles, c'est aussi vachement bien pour les autres appareils. Ensuite, sur Firefox, vous avez une jolie bannière, donc vous n'avez pas le petit truc qu'il y avait en bas sur mon site web sur Chrome, mais quand il y a moyen d'avoir une Progressive Web App, en fait, il y a un petit plus dans Firefox et vous pouvez cliquer sur le bouton « Ajouter à la page d'accueil ». Microsoft adore les Progressive Web Apps. Tu m'étonnes, personne ne veut faire des applications natives pour leur téléphone et en plus, derrière, plus grand monde a envie de faire des applications pour le store. Donc, Microsoft aime tellement les Progressive Web Apps que quand vous allez sur la documentation des Progressive Web Apps sur Microsoft, je sais plus le nom de la doc Microsoft, vous avez un petit bouton Submit your PWA to the Microsoft Store. Donc, vous pouvez carrément proposer votre Progressive Web App au store Microsoft. Et du coup, vous allez apparaître dans ce magnifique store. Enfin, il y a une sélection et tout, mais vous allez apparaître à côté de toutes les applications natives qui sont disponibles sur Microsoft.
Vous allez pouvoir les installer, enfin, il y a des discussions, du côté de chez Google qui, ouais, c'est un peu flou, mais grosso modo, il y aurait des moyens potentiels et des passerelles pour faire en sorte aussi de publier les applications sur le store. Il y a une espèce de relation, bizarre un peu entre PWA, l'équipe, de chez Google qui s'occupe du natif versus, du web, donc c'est un peu compliqué. Bon, en tout cas, c'est, quelque chose qui est prévu et c'est quelque chose, dont pas mal de monde parle, du fait de pouvoir les publier sur le store Google. Alors, iOS supporte partiellement les PWA. Je vous disais au départ, pas de notification push. Pour moi, c'est un peu le gros truc. Si vraiment vous avez besoin de faire des notifications push sur iOS, ben, vous êtes toujours obligé de faire une app native. C'est un peu le truc pas cool. Pas de bannière d'installation, mais pareil, les gens peuvent quand même cliquer sur ajouter à l'écran d'accueil depuis leur navigateur. Pas de disponibilité sur la Bell Store. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que Apple Pay est dispo dans les Progressive Web Apps et ils peuvent tourner en tâche de fond comme sur Android. Donc, qu'est-ce qui nous reste en fait aujourd'hui? On se dit, ok, il y a quand même vachement énormément de choses qu'on peut faire en web qui jusque-là étaient plus ou moins réservées aux natifs. Alors, la première chose qui reste en natif, c'est ce qu'ils appellent les Quick Actions. Aujourd'hui, quand vous avez une application native, si vous restez appuyé sur l'icône, vous pouvez avoir des espèces de passerelles de raccourcis. Donc sur Spotify, c'est souvent accéder à d'autres playlists. Sur Amazon, c'est différentes choses. Ça dépend vraiment des applications natives. Ça, aujourd'hui, pour l'instant, à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas d'API natif qui est prévu pour ça. En même temps, il y a 6 mois, je vous disais qu'il n'y avait pas d'API natif prévu pour les contacts ou pour les badges. Donc bon, ça peut évoluer. C'est un peu le truc compliqué, c'est que ça bouge un peu tout le temps. Les widgets, pareil, pour l'instant, il n'y a pas d'API natif, que ce soit sur d'API web, que ce soit sur iOS, Android. Encore une fois, il y a 6 mois, l'idée d'avoir moyen de contrôler le contenu multimédia d'une page web via le centre de notification n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, on y viendra peut-être, on ne sait pas. Ensuite, il y a la performance. Les applications natives, vous allez télécharger sur le téléphone de la personne absolument quasiment tout ce dont il y a besoin. Donc forcément, la première fois où la personne le lance, ça va souvent avoir tendance à être plus rapide qu'un site web. Les applications natives peuvent utiliser l'accélération GPU, donc la mini carte graphique sur vos téléphones, ce qui est particulièrement intéressant généralement pour les jeux vidéo. Donc faire des jeux vidéo en web app, c'est possible. Je dirais jusqu'à une certaine mesure. Ça va dépendre pas mal de votre jeu vidéo. Et donc j'avais demandé un peu sur Twitter aux gens de qu'est-ce qui pense être possible en natif qui n'est pas possible aujourd'hui en web. Mettre en cache un très très gros fichier, effectivement, c'est toujours compliqué parce que le cache du navigateur web est limité, alors que le cache des applications natives l'est beaucoup moins. Alors la customisation de certains éléments d'interface, par exemple les pickers HTML5, la galerie, ouais, effectivement, si vous avez besoin d'une galerie avec des options spécifiques, c'est pas possible en web, mais c'est pas possible non plus sur desktop, en fait, au final. Vous accédez au Finder ou à la galerie de Microsoft. Des protocoles spécifiques SSH FTP, apparemment, c'est pas possible, je sais même pas, il y a peut-être des spécifications. SLMS, alarme, alors pour le SMS, il y a une API, je sais plus le nom, mais donc potentiellement, ça aussi, on va pouvoir le faire à un moment donné. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a une app pour ça? Aujourd'hui, ça serait plus est-ce qu'il y a une API pour ça? Voilà, voilà.